Nous allons voir la mise en page avec CSS. Le CSS, c'est un langage de style. Ça, on l'a déjà dit, qui est utilisé pour définir la présentation d'un site web. Ça permet de contrôler l'apparence de chaque élément HTML et ainsi de créer des designs esthétiques, agréables et cohérents. Cependant, l'utilisation du CSS peut parfois devenir complexe, surtout lorsque le site web comporte plusieurs pages et éléments à styliser. C'est donc important de suivre certaines bonnes pratiques pour faciliter la gestion du CSS et ainsi améliorer la qualité du code. On va d'abord aborder ça dans ce cours, certaines de ces bonnes pratiques pour aider les développeurs à créer du style CSS efficace et maintenable. De plus, il faut savoir que le design d'un site web est primordial pour attirer et retenir l'attention des visiteurs. Pour autant, la création d'une mise en page complexe et responsive peut parfois s'avérer difficile, surtout lorsque l'on doit s'adapter à différentes tailles d'écran. Heureusement, on a les Flexbox qui sont là pour nous simplifier la vie. C'est une technique de mise en page CSS qui permet de créer facilement des mises en page flexibles et adaptatives pour les éléments HTML. En comprenant et en utilisant les différentes propriétés de conteneurs flex et d'éléments flex, il est possible de créer des designs esthétiquement agréables et harmonieux, et le tout en simplifiant le processus de mise en page dite responsive. Les bonnes pratiques CSS. Afin de maintenir un code CSS efficace et facile à comprendre, l'une des bonnes pratiques en organisation est nécessaire pour éviter les erreurs et faciliter la navigation lors de la maintenance du code. Parmi ces bonnes pratiques, pour organiser et structurer notre code CSS, on peut citer la bonne utilisation de commentaires, la séparation des règles similaires en sections thématiques et l'adoption de conventions de nommage cohérentes pour les classes et les ID, tout en veillant à l'accessibilité à quelques autres points qu'on abordera par la suite. Un petit aparté tout de même, c'est lorsque l'on crée un projet à plusieurs, il est tout de même utile de décider de règles de nommage ensemble et pas que chacun fasse les règles à sa manière. Donc, pour ce qui est des commentaires, utiliser des commentaires pour décrire les différentes sections de code et faciliter la compréhension, c'est une excellente pratique à adopter. Les commentaires sont des lignes de code qui ne sont pas interprétées par les navigateurs web, mais qui peuvent être utilisées pour expliquer notre code. Dans les feuilles de style CSS, ça aide à décrire les sections de code et ainsi clarifier les intentions du développeur et faciliter la compréhension pour d'autres membres de l'équipe ou pour nous-mêmes lors de la maintenance du code. Ça peut également aider à expliquer pourquoi certaines décisions ont été prises. Pour rédiger des commentaires efficaces, il faut être concis, utiliser des mots-clés et faciliter la recherche dans le code. Les commentaires CSS vont commencer par /étoile et se terminer par /étoile. Donc voici un petit exemple. Les commentaires sont souvent écrits en anglais, même si en France ce n'est pas systématique. C'est une bonne pratique. Par souci de clarté, on va utiliser le français ici, mais gardez à l'esprit que si vous codez un projet, faites-le en anglais. Regrouper les règles similaires. Il est recommandé de regrouper des règles similaires et de les séparer par section thématique pour ainsi maintenir une organisation claire et lisible du code. Cela peut aider à identifier des erreurs plus rapidement et ainsi éviter des conflits de style, tout en facilitant la navigation et la maintenance de notre code. Voici un exemple. On peut voir qu'on regroupe les styles pour les en-têtes et les pages de manière à ce que les styles pour les paragraphes ou les règles concernent la typographie, les couleurs, la mise en page, etc. Cela améliore la lisibilité et une organisation structurée pour une maintenance plus facile du code. Donc comme on peut le voir ici, on fait en sorte que tout soit bien structuré. Les conventions de nommage. Choisir une convention de nommage cohérente pour les classes et les ID est important pour maintenir une structure de code claire, lisible
Il existe plusieurs méthodologies de nommage, telles que BEM, Black Element Modifier, OOCSS, Object Oriented CSS, et SMACSS, Scalable and Modular Architecture for CSS, qui peuvent aider à faciliter la compréhension et la maintenance du code. Utiliser ces conventions de nommage cohérentes peuvent même aider à éviter des erreurs et rendre le code plus facile à comprendre pour les développeurs qui travaillent sur le même projet. Par exemple, si on utilise une méthodologie BEM, les noms de classe sont constitués d'un bloc, d'un élément et d'un modificateur séparé par un double tiret et des doubles underscores. Il est également conseillé d'utiliser des noms de classe et d'ID qui reflètent leurs fonctions et leur utilisation sur les pages web, tels que header, footer, navigation, etc. Bien sûr, ça veut dire que si on choisit une convention de nommage, tout le monde doit la respecter. Comme je l'ai dit précédemment, on ne fait pas à la carte de chacun. Voici un petit exemple. Donc, comme on peut le voir, on note que l'utilisation de prépossesseurs CSS tels que SAS ou LESS peut améliorer l'organisation et la gestion des feuilles de style en permettant la modélisation, l'importation de fichiers et d'autres fonctionnalités utiles. Les sélecteurs et les spécificités. Les sélecteurs d'ID peuvent être utiles dans certaines situations. Mais généralement, c'est préférable de les utiliser avec parcimonie. Les ID sont conçus pour identifier un élément qui est unique sur une page web, de sorte qu'ils ne peuvent être utilisés qu'une seule fois par page. Les ID ont également une spécificité plus élevée que les classes, ce qui peut signifier qu'ils peuvent prendre le dessus sur des styles définis dans les classes lorsqu'il y a un conflit. Cependant, il peut y avoir des cas où utiliser un style avec un élément unique sur une page, et dans ce cas, on peut utiliser le sélecteur d'ID. Par exemple, on veut utiliser un ID pour styliser un élément qui ne se répète jamais sur la page, comme un en-tête unique ou un formulaire de contact. Alors en général, il est préférable de privilégier les classes pour styliser les éléments et de réserver les ID au cas où on en a besoin de styliser un élément unique. Minimiser la spécificité et la complexité des sélecteurs, c'est important, car plus un sélecteur est spécifique et complexe, plus il est difficile à maintenir et plus susceptible de causer des conflits de style. C'est préférable d'utiliser des sélecteurs simples et peu spécifiques pour styliser les éléments. À savoir que c'est important d'éviter les sélecteurs universels et les combinaisons inutiles, car cela peut entraîner une surcharge inutile au navigateur, ce qui peut ralentir la performance de la page web. C'est préférable de cibler les éléments de manière précise et en utilisant des sélecteurs pertinents pour chaque élément. L'accessibilité en CSS. L'accessibilité en CSS est une considération vraiment très importante pour s'assurer une expérience utilisateur optimale pour tous les utilisateurs. Les éléments importants est d'utiliser des couleurs contrastées pour améliorer la lisibilité du texte pour les personnes ayant des difficultés de vision ou de lecture de certaines couleurs. Les couleurs contrastées peuvent également améliorer l'expérience utilisateur pour tous les utilisateurs. C'est également important de prévoir des styles pour les états de focus et de survol des éléments interactifs, tels que les liens et les boutons. C'est encore plus important pour les utilisateurs qui naviguent à l'aide d'un clavier ou d'un appareil d'assistance. Les styles pour les états de focus et de survol peuvent aider à indiquer visuellement à l'utilisateur où se trouve le focus sur la page, où se trouvent les éléments interactifs. Une prise en compte des préférences des utilisateurs peut également être importante. C'est essentiel de réduire les animations pour les personnes sensibles au mouvement afin de garantir une expérience utilisateur accessible pour tous les utilisateurs. Certaines personnes peuvent avoir des difficultés à suivre le mouvement rapide sur écran et donc la réduction des animations peut aider à améliorer leur expérience utilisateur. Si on peut conclure, pour garantir une bonne lisibilité de texte, c'est
important et essentiel de choisir une taille de police appropriée et une longueur de ligne optimale. Une taille de police trop petite ou des lignes de texte trop longues peuvent rendre la lecture difficile pour les utilisateurs, notamment pour ceux qui ont des problèmes de vue. La taille de police recommandée, c'est généralement au minimum 16 pixels et une longueur de ligne optimale qui se situe entre 45 et 75 caractères par ligne. C'est important d'adapter la taille de police et la longueur des lignes en fonction des besoins de l'assistance et de l'audience et du contexte forcément, du contenu pour garantir une expérience utilisateur optimale. Comme je dis toujours, il faut penser aux personnes en situation de handicap. Découverte de Flexbox. Le Flexbox, c'est une technique de mise en page CSS qui va permettre de créer des mises en page flexibles et adaptatives pour les éléments HTML. Ça a été introduit en CSS3 pour répondre aux difficultés de mise en page rencontrées avec les méthodes de mise en page précédentes, telles que les flottants et le positionnement CSS. Flexbox, ça va permettre de contrôler efficacement la disposition des éléments dans un conteneur en utilisant les propriétés CSS pour aligner, distribuer et réorganiser les éléments selon différents critères. Les éléments Flexbox s'adaptent automatiquement à la taille de notre écran ou à la taille de leur conteneur, ce qui les rend vraiment particulièrement adaptatifs et flexibles. Les éléments peuvent être faciles à aligner sur l'axe principal et l'axe secondaire à l'aide de propriétés CSS justify-content et align items. Et de ce fait, peuvent être facilement réorganisés en utilisant la propriété CSS order. Le Flexbox, c'est une méthode de mise en page CSS qui diffère des autres méthodes comparées au flottant. Le Flexbox va permettre une meilleure gestion des alignements verticaux des éléments et peuvent être utilisés pour créer des mises en page plus complexes. C'est plus flexible et plus facile à utiliser que le positionnement CSS et ça permet de créer des mises en page adaptatives. Mais surtout, il est plus simple et plus léger en matière de code que le grid, même s'il est peut-être moins efficace pour la création de pages complexes et structurées. Le conteneur Flex. Flex, c'est un élément parent qui englobe tous les éléments Flex item. On parle de conteneur Flex qui est l'élément parent. Pour créer un conteneur Flex, on doit définir la propriété CSS display de l'élément parent Flex ou inline Flex. Cela permet d'appliquer des propriétés spécifiques à Flexbox, sur cet élément et ses enfants. Les éléments Flex sont les enfants directs d'un conteneur Flex. Ces éléments sont automatiquement organisés selon les propriétés définies sur le conteneur Flex. Les éléments Flex peuvent être manipulés individuellement à l'aide de propriétés spécifiques aux éléments Flex. Flexbox va reposer sur deux axes, l'axe dit principal, main axis, et l'axe transversal, cross axis. L'axe principal, c'est l'axe sur lequel les éléments Flex sont disposés dans le conteneur. L'axe transversal est perpendiculaire à l'axe principal. L'axe principal est déterminé par la propriété FlexDirection du conteneur Flex par défaut. Sa valeur est ρ. Et cela signifie que les éléments Flex sont disposés horizontalement de gauche à droite. Si la valeur est colonne, les éléments seront disposés verticalement de haut en bas. L'axe transversal est perpendiculaire à l'axe principal. Si l'axe principal est horizontal, ρ, l'axe transversal sera vertical et inversement. Comprendre ces axes, c'est crucial pour manipuler correctement Flex à l'intérieur du conteneur et ainsi ajuster les espacements en fonction des besoins de mise en page. Donc on a vu un exemple précédent. Si on exécute l'exemple précédent, on peut voir les items 1, 2, 3 sur la même ligne. La propriété de conteneur Flex.
La propriété de Flex Direction, c'est une propriété clé pour la mise en page Flexbox. Cela définit l'axe principal et la direction dans laquelle les éléments flex sont disposés. Il en existe 4 valeurs possibles pour cette propriété. Row reverse, column reverse. La valeur par défaut, c'est row et ça dispose les éléments horizontalement de gauche à droite. La valeur row reverse dispose les éléments horizontalement de droite à gauche. La valeur column va disposer les éléments verticalement de haut en bas. Enfin, la valeur column reverse dispose des éléments verticalement de bas en haut. En utilisant cette propriété, les développeurs peuvent contrôler facilement la direction sur laquelle les éléments flex sont disposés. Donc, comme on peut le voir ici dans cet exemple, en appliquant ce code HTML au bloc méthode conteneur flex, on va avoir de haut en bas, item 3, item 2, item 1. Donc voilà, ici. FlexWarp. Donc cette propriété, c'est une autre propriété importante de la mise en page Flexbox. Elle contrôle si les éléments flex doivent être enveloppés warped sur plusieurs lignes ou colonnes en fonction de l'espace disponible. Cette propriété a 3 valeurs. No warp, warp et warp reverse. La valeur par défaut est no warp, ce qui signifie que les éléments flex sont disposés sur une seule ligne ou colonne. La valeur warp enveloppe les éléments flex sur plusieurs lignes ou colonnes si nécessaire. Quant à la dernière, elle enveloppe également les éléments flex sur plusieurs lignes et colonnes, mais dans l'ordre inverse. Donc si on remplace donc ici item 1 par un texte un peu long et qu'on ajoute wrap, on peut voir que les éléments flex sont enveloppés sur une seule ligne. Donc on a du code qui explique, je vous laisse tester, vous verrez ce que ça donne. Ça donne en fait un tableau, pour faire simple, avec 3 colonnes, et sinon ça donne avec 2 lignes, dont une ligne coupée en 2. La propriété FlexFlow, c'est une propriété raccourcie pour définir à la fois FlexDirection et FlexWarp. Pour Justify Content, la propriété CSS Justify Content est utilisée pour aligner horizontalement les éléments flex le long de l'axe principal du conteneur Flexbox. Les valeurs possibles sont FlexStart, FlexEnd, Center, FlexBetween, FlexAround. FlexStart aligne les éléments sur le bord de début, l'axe principal, tandis que FlexEnd les aligne sur le bord de fin de l'axe principal Center. Les aligne horizontalement sur l'axe principal, FlexBetween les répartit uniformément les éléments avec un espace égal entre eux. Et FlexAround répartit les éléments avec un espace égal autour d'eux. La propriété Justify Content, c'est très utile pour aligner les éléments flex de manière uniforme et professionnelle. Les développeurs peuvent l'utiliser pour aligner les éléments flex dans une disposition row ou colonne, ce qui permet une mise en page esthétique agréable et harmonieuse. Voici ce que cela donnerait comme exemple. Donc dans ce schéma, on peut constater les différentes possibilités avec les valeurs les plus courantes. Pour Align Items, donc cette propriété est utilisée pour aligner verticalement les éléments flex le long de l'axe transversal du conteneur Flexbox, c'est-à-dire perpendiculairement à l'axe principal. Cette propriété est l'équivalent de Justify Content, mais pour aligner verticalement les éléments flex. En combinant Align Items avec Justify Content, les développeurs peuvent aligner à la fois horizontalement et verticalement des éléments flex pour créer des mises en page esthétiques et agréables, voire harmonieuses. Par exemple, si un conteneur Flexbox est configuré pour disposer des éléments horizontalement, FlexDirection Row, la propriété Align Item contrôlera l'alignement des éléments le long de l'axe vertical. Les valeurs possibles sur Align Item comprennent FlexStart, FlexEnd, Center, Baseline et Stretch. FlexStart aligne les éléments sur le bord du début de l'axe transversal, tandis que FlexEnd et The Line sur les bords de fin. Sur les axes transversales, Center
les centres verticalement sur l'axe transversal, tandis que BaseLine les aligne sur les lignes de base communes. Stretch étire les éléments flex pour remplir l'espace disponible sur l'axe transversal. Voici à quoi cela ressemble. Donc dans ce schéma, on a différentes valeurs de la ligne times qui ont été attribuées en complément de displayFlex. Donc les avantages et de Flexbox. Donc si on doit conclure, Flexbox c'est un système de mise en page puissant, flexible, qui va simplifier le processus de création de mise en page responsive et adaptive. Il faut comprendre et appliquer les différentes propriétés conteneurs de Flexbox, Flex et des différents éléments Flex. C'est possible de créer des mises en page complexes et d'ajuster facilement les alignements, l'ordre et l'espacement des éléments à l'intérieur de conteneurs. Parmi les nombreux avantages de Flexbox, on peut trouver sa capacité à s'adapter aux différentes tailles d'écran, de résolution, ce qui facilite la création du design réactif. On a par exemple la propriété FlexWrap, les éléments qui peuvent être réorganisés automatiquement sur plusieurs lignes ou colonnes lorsque l'espace est limité. Et on a aussi Justify Content et Align Items. Il est simple d'aligner les éléments selon les critères sans avoir à recourir à des techniques et des positionnements compliqués ou des axes CSS. Un autre avantage de Flexbox, c'est sa compatibilité avec les navigateurs modernes. Ça en fait vraiment une solution fiable et largement utilisée pour la mise en page web. Les propriétés Flexbox sont également faciles à comprendre et à appliquer pour permettre aux développeurs rapidement une mise en page élégante et fonctionnelle. Le CSS, c'est un langage essentiel qui va vous permettre de transformer vos pages web pour leur donner un aspect visuel attrayant et interactif. Ça permet de styliser les éléments HTML en spécifiant les polices, couleurs, tailles, espacements, etc. En utilisant le CSS de manière appropriée, on peut créer des mises en page esthétiques et réactives entre les sites web. L'une des fonctionnalités clés du CSS, c'est Flexbox. Ça permet de créer des mises en page flexibles et réactives. Le Flexbox va vous permettre le contrôle sur la disposition des éléments conteneurs, que ce soit horizontal ou vertical. C'est important de suivre les bonnes pratiques en matière de CSS pour un code propre et ainsi éviter les problèmes de compatibilité entre les navigateurs. L'utilisation de noms de classes et d'ID qui ont du sens, l'organisation du code et du module réutilisable et l'utilisation de la cascade de manière judicieuse sont quelques-unes des pratiques qui permettent de garantir une feuille de style CSS bien structurée. Alors, j'ai fait une autre vidéo que vous devrez voir par la suite, vraiment centrée sur les Flexbox avec plus de détails. Je vous invite à aller la voir si vous voulez en savoir plus.